Mes parents sont décédés quand j'avais 17 ans et m'ont laissé un grand héritage, mais mon beau-père avide a essayé de tout me prendre. Alors j'ai déménagé dans un logement étudiant. Maintenant, le tribunal le force à faire ceci. Bonjour à tous. Je viens d'avoir 18 ans, ce que j'attendais désespérément depuis quelques mois. Vous voyez, mon père est mort quand j'étais petit, à 7 ans, je pense. J'ai très peu de souvenirs de lui. Quelques années plus tard, ma mère s'est remariée avec mon beau-père. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me suis jamais sentie à l'aise avec lui. Il dégageait une aura très louche. J'ai toujours su qu'il n'était pas l'homme qu'il prétendait être devant ma mère. Je suis introvertie, je préfère observer les gens plutôt que de parler, et c'est ainsi que j'ai conclu qu'il n'était pas la personne qu'il prétendait être. Au début, j'ai essayé de prévenir ma mère à son sujet, mais elle a rejeté mes sentiments et m'a demandé de faire des efforts pour construire une relation avec ma nouvelle famille. Elle pensait que j'étais simplement jaloux, et c'était vrai, mais mes préoccupations étaient également fondées. Il avait une fille, Martha, qui avait mon âge. Nous ne nous entendions pas pour des raisons évidentes. Elle était une gamine gâtée et nous rendait la vie difficile dès notre arrivée chez elle. Un autre problème que je détestais à propos du deuxième mariage de ma mère, c'était que nous devions faire tous les compromis. Ma mère et moi avons dû déménager chez lui parce que sa princesse ne voulait pas quitter sa maison. J'ai été transférée dans son école parce que c'était plus facile pour eux de nous déposer et de nous récupérer tous les deux en même temps. Vous savez ce qui arrive à un nouvel élève dans une école. En plus de cela, Martha s'alliait avec d'autres intimidateurs pour me harceler. Je l'ai dit à ma mère, mais cela n'a rien changé. Ma mère a balayé cela d'un revers de main et a dit qu'elle ne se mêlerait pas des affaires des frères et sœurs. De plus, le lendemain, j'étais encore plus harcelée. Heureusement, cela s'est rapidement arrêté. J'étais bon en maths, ce qui m'a un peu sauvée, car j'aidais les autres élèves pendant les récréations. Bientôt, je me suis fait des amis et ça allait mieux pour moi. Cependant, à la maison, c'était toujours horrible avec elle. J'étais en colère contre ma mère parce qu'elle exagérait son amour pour Martha. Je détestais ça, car Martha ne rendait pas l'amour de ma mère et en plus, elle était méchante avec elle. Elle lui criait dessus à tout bout de champ pour qu'elle ne franchisse pas ses limites. Finalement, je me suis éloignée de ma mère, car elle était plus occupée à construire des relations avec son nouveau mari et sa belle-fille. Pendant cette période, je me suis rapprochée de mes grands-parents. Ils étaient assez riches et avaient une grande maison avec une piscine et un immense jardin. Je passais la plupart de mes jours de congé de l'école chez mes grands-parents. Quand Martha a découvert la piscine, elle m'a suivie, ce que je détestais. J'ai dit à ma mère de ne pas envoyer Martha avec moi parce que nous ne pouvions pas nous supporter. Elle m'a demandé de considérer cela comme un moyen de créer des liens avec elle. J'ai dit que je ne voulais pas créer de lien avec elle parce qu'elle était une personne horrible. Mais ma mère me demandait d'être la personne plus mature et d'initier la gentillesse. J'avais seulement 4 mois de plus que Martha, et pourtant ma mère me demandait de faire des compromis parce que j'étais apparemment trop jeune pour me révolter. Donc, la plupart du temps, je devais supporter ça. Martha n'était pas attachée à mes grands-parents, la seule raison pour laquelle elle voulait y aller était la piscine. Elle était une enfant méchante et s'en sortait toujours avec ses bêtises. Son père la dorlotait à l'extrême et ma mère choisissait de regarder ailleurs. Mais mes grands-parents voyaient clair dans son jeu et la remettaient à sa place si elle franchissait la ligne. Pour mes grands-parents, j'étais le seul véritable membre de la famille. C'était naturel pour eux d'être protecteurs envers moi. Vous voyez, mon père était le seul enfant de mes grands-parents, donc ils n'avaient pas eu à investir beaucoup dans l'éducation des enfants. Ils avaient investi dans quelques bonnes propriétés au fil des ans, qui avaient pris de la valeur avec le temps. Ils avaient un gestionnaire de biens pour tout gérer car ils n'étaient plus capables de le faire eux-mêmes. Mon beau-père travaillait comme gestionnaire de compte dans une banque privée, donc il avait de l'expérience dans la gestion des finances. Ma mère l'a recommandé à mes grands-parents. Au début, ils ont refusé, mais finalement, mon beau-père a réussi à gagner leur confiance et mes grands-parents l'ont engagé pour gérer leurs biens. Je n'étais pas content de leur décision de laisser mon beau-père gérer leurs biens, mais j'étais un jeune garçon, qui m'écouterait en matière d'argent. Il s'est donné beaucoup de mal pour impressionner mes grands-parents et a mis un masque de gentleman. Je pouvais voir à travers ses actes et j'attendais juste d'avoir 18 ans pour pouvoir vivre ma vie comme je l'entendais. Cependant, quand j'avais 17 ans, ma mère et mes grands-parents sont partis pour un voyage d'1 mois.
C'était censé être un voyage en famille, mais malheureusement, nos examens de lycée ont été reportés et nous avons dû rester. Mon beau-père a choisi de rester pour s'occuper de nous. Je détestais la voir à la maison. Il montrait son vrai visage quand ma mère n'était pas là. Mes examens se sont terminés en une semaine. Pour éviter de le voir, j'ai pris un emploi à temps partiel dans une épicerie. Je ne rentrais à la maison que la nuit. Il essayait de me faire la morale et me demandait où je passais mes journées. Il disait qu'en tant que mon tuteur légal, il avait le droit de veiller sur moi. Tuteur légal, mon cul. Je disais que ma mère était mon tuteur légal et qu'elle savait où je passais mes journées, donc je n'avais pas besoin de lui dire. Il n'aimait pas mon assurance. Cependant, mon arrogance fut de courte durée car une semaine plus tard, j'ai appris que ma mère et mes grands-parents étaient morts dans un accident de voiture. Je me sentais tellement horrible que je ne pouvais pas accepter la vérité. Il a fallu 2 jours pour que leur corps soit rapatrié chez nous. Chaque seconde de ces jours, je priais pour qu'ils soient d'autres personnes et non eux. On dit que le déni est la première étape du deuil, et j'étais dans le déni que quelque chose d'aussi horrible puisse m'arriver. J'espérais un miracle, qu'ils réapparaîtraient et diraient qu'ils étaient en vie. J'étais dans une autre dimension pendant ces 2 jours. Je refusais d'accepter qu'ils n'étaient plus là. La famille de ma mère est venue me soutenir, mais je refusais d'accepter les condoléances de quiconque jusqu'à ce que je voie moi-même les corps sans vie de ma famille. Je me suis précipitée dans ma chambre et me suis enfermée pendant des jours. J'étais en colère contre eux pour m'avoir laissée seule avec cet homme méchant. J'étais en colère contre Dieu, en colère contre mon père, en colère contre ma mère, en colère contre mes grands-parents. Comment pouvait-il me faire ça? Je ne pouvais pas supporter cette douleur. Mon oncle m'a beaucoup aidé à traverser cette épreuve. J'étais tellement accablée par le chagrin que je ne pouvais pas dire un mot lors de leurs funérailles. Mon beau-père leur a rendu un hommage honorable. Le fait que tous ceux que je considérais comme ma famille soient partis ensemble, et le pire, c'est qu'ils m'ont laissé avec l'homme que je détestais le plus. Après les funérailles, un avocat m'a abordé. Je n'avais jamais rencontré d'avocat auparavant. Ma mère n'avait pas de grands biens, elle avait un emploi normal. Elle avait vendu sa maison avant de déménager chez mon beau-père. Il y avait de l'argent d'assurance et tout, mais je ne m'attendais pas à grand-chose à cause de son amour profond pour mon beau-père et Martha. J'avais raison. Selon le testament de ma mère, 75% des biens, y compris son assurance et l'argent sur son compte bancaire, allaient à mon beau-père et je recevais 25%. Mais le véritable spectacle a commencé lorsque l'avocat a lu le testament de mon grand-père. Selon ce testament, 20% iraient à des œuvres de charité et les 80% restants seraient divisés entre moi et ma mère. En cas de décès de l'un de nous, sa part irait à l'autre, et dans des circonstances imprévues, si nous mourions tous les deux, tout l'héritage irait à des œuvres de charité. Dans ce cas, la part de ma mère me serait léguée, ce qui faisait de moi le propriétaire de 80% de la richesse. Cependant, il y avait une clause qui stipulait que je ne pourrais posséder les biens qu'après mes 18 ans. D'ici là, les biens seraient gérés par mon tuteur légal, qui était ma mère. Maintenant que ma mère n'était plus là, mon tuteur légal serait finalement mon beau-père, que ça me plaise ou non. La responsabilité de m'occuper des biens de mes grands-parents a quelque peu atténué mon chagrin. En plus de cela, je devais faire face à l'avidité de mon beau-père, donc la douleur est un peu passée au second plan. Sans oublier que mon beau-père n'était pas content de me voir devenir millionnaire du jour au lendemain. Son comportement envers moi a complètement changé. Il agissait comme la personne la plus attentionnée du monde, le même masque qu'il portait devant ma mère et mes grands-parents au début. Je restais principalement dans ma chambre. Il m'apportait de la nourriture et de la soupe et frappait souvent à ma porte pour prendre de mes nouvelles. Je me méfiais de ses intentions, mais au lieu de le confronter directement, j'attendais qu'il fasse le premier pas. Je savais qu'il ne pourrait pas continuer cette mascarade longtemps. Une semaine seulement après les funérailles, il a abordé le sujet de l'héritage. Il a dit, comme tu le sais, je gérais les biens de tes grands-parents. Malheureusement, ils ne sont plus là. Pour continuer mon travail, j'aurais besoin que tu signes ces papiers pour approbation. C'était trop écrasant pour moi. J'avais peur qu'il exploite ma vulnérabilité. J'avais vu et lu trop de fiction où le personnage principal perd tout en signant des documents non vérifiés. Alors je lui ai demandé si ce document servait à le réembaucher comme gestionnaire de biens. Il a été surpris par ma question, peut-être ne s'y attendait-il pas.
Il a dit, en partie, oui. J'ai demandé, c'est quoi, le tout? Il a dit que j'étais trop jeune pour comprendre cela. J'ai insisté pour qu'il m'explique ou sinon je ne signerai rien. Il a dit que ces choses étaient trop compliquées pour un jeune de 17 ans, mais qu'il essaierait une explication simple pour que je comprenne. Il a dit, en l'absence de ta mère, je suis ton tuteur légal incontesté. Très bien. Donc tu devrais me remettre l'héritage, car j'ai de l'expérience en matière d'argent, je ne le garderai pas seulement en sécurité, mais je le ferai aussi fructifier pour toi. J'ai clarifié, tu veux donc avoir accès pour gérer mon argent, n'est-ce pas? Il a répondu, eh bien, un peu différent. Pour simplifier les choses, je voudrais que tu les transfères à mon nom. J'ai perdu la tête. Il avait caché son avidité sous des mots compliqués, mais quand j'ai décomposé pour lui, il n'avait plus d'autre choix que d'admettre ses véritables intentions. Je lui ai fait comprendre que j'avais tout compris. J'ai demandé, donc tu veux posséder les biens de mes grands-parents, n'est-ce pas? Il a compris qu'il était démasqué. C'est pour ton propre bien. Je vais les faire fructifier. J'ai dit, tu pourrais le faire en étant mon gestionnaire. Pourquoi dois-tu être le propriétaire? Il a dit, tu es adolescent, tu es rempli d'hormones. L'argent fait ressortir le pire chez les gens. Et si tu fréquentes de mauvaises personnes et dépenses toute la richesse de ta famille? Il vaut mieux que je la garde pour toi. J'ai levé les yeux au ciel et il a dit, tu sais comment les femmes chassent les hommes pour leur argent? Et si une fille te piège dans un mariage et te quitte ensuite en prenant toute ta richesse pour une pension alimentaire? Tu es trop naïf pour le monde cruel là dehors. J'ai sorti mon téléphone et recherché la loi sur les contrats de mariage. Il n'a pas réalisé que je pouvais voir à travers ses conneries. Il a dit, si tu penses pouvoir esquiver tous ces dangers, pense à tes parents et amis qui essaieraient de te manipuler et de profiter de l'argent. Je lui ai crié, je suis content que tu en parles. Si quelqu'un me manipule maintenant, c'est toi. Je ne suis pas un imbécile pour tomber dans ton piège. Tu me prends pour un idiot, tout comme ta fille est cervelée, mais je ne le suis pas. Je peux être jeune, mais j'ai assez de discernement pour distinguer la réalité de la façade. Alors, lâche-moi. Tu n'obtiendras rien ici. Ce jour-là, il est parti, mais il a continué à essayer de me convaincre. Mais je suis restée ferme et j'ai dit non. Je ne transférerai aucune part de l'héritage. Finalement, il est devenu amer envers moi. Il a commencé à compter les faveurs qu'il m'avait accordées. Il a dit qu'il m'avait donné de la nourriture et un abri, qu'il avait épousé ma mère, qu'il m'avait donné son nom et qu'il m'aimait comme son fils. J'ai dit, arrête avec ça, toujours non de ma part. Peu à peu, les manipulations se sont transformées en disputes et bientôt, cela est devenu violent, nous crions l'un sur l'autre. Un matin, c'est devenu si grave qu'il m'a poussé hors de la maison et m'a enfermé dehors. Ce jour-là, j'ai vu la terreur dans ses yeux. J'ai senti que j'étais sur le point d'être physiquement blessée. J'ai parlé à mon ami de cela et il m'a mis en garde. Bien que mon beau-père ne gagnerait rien de ma mort, car tout irait à des œuvres de charité, que se passerait-il s'il tentait quelque chose de désespéré pour l'héritage? L'argent peut faire ressortir le pire chez les gens. Le lendemain, alors qu'il n'était pas à la maison, je suis revenue, et emballé mes affaires et suis partie. J'ai donné mes gadgets à mon ami en échange de me laisser vivre avec lui pendant 4 mois. En attendant, j'ai dit à mon beau-père que je vivais chez mon oncle maternel au cas où il me déclarerait disparu. Il m'a envoyé un message en me disant de faire attention et de ne pas me laisser manipuler et de ne pas donner mon héritage. À mon 18e anniversaire, mon oncle maternel m'a contacté pour prendre de mes nouvelles, mais il n'a rien dit sur l'argent. Ensuite, j'ai rendu visite à l'avocat de mon grand-père, qui a initié le transfert des biens à mon nom. Il m'a demandé de faire un testament pour protéger mes intérêts. Je l'ai fait. Le problème, c'est que maintenant que je possède légalement tout et que mon beau-père ne peut plus utiliser de stratagème, serait-il sage de l'engager comme gestionnaire de biens? J'ai une compréhension très limitée de tout cela, en plus, je me prépare à mon admission en licence. J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de ma richesse. Alors, au lieu d'engager quelqu'un d'inconnu, devrais-je miser sur mon beau-père? Mise à jour. Désolée de ne pas avoir mis à jour plus tôt. J'étais trop occupée à jongler avec de nombreuses responsabilités. Comme je l'ai mentionné, je vivais chez mon ami jusqu'à ce que j'aie 18 ans et que les biens soient transférés à mon nom. Mon avocat m'a recommandé un gestionnaire de biens.
J'ai emménagé dans la maison de mes grands-parents pendant un certain temps, mais la maison était trop grande pour moi, alors je l'ai louée et j'ai déménagé dans un appartement sécurisé. Mon beau-père était furieux quand je lui ai dit que je le renverrais. Il l'avait géré jusqu'à ce moment-là. Il a essayé de me manipuler en disant que l'avocat avait un motif secret derrière cette recommandation. J'ai quand même suivi mon instinct et engagé un professionnel. Ensuite, j'ai découvert pourquoi mon beau-père insistait tant pour ne pas engager quelqu'un d'autre. Mon gestionnaire de compte a signalé des anomalies dans la comptabilité et a évoqué la possibilité de blanchiment d'argent. Quand mon beau-père a réalisé qu'il serait démasqué, il a intenté une action en justice pour annuler le testament et détourner l'attention. Son action en justice n'avait aucun fondement, il savait qu'il ne la gagnerait pas, mais elle a été déposée uniquement pour détourner mon attention de l'affaire de blanchiment d'argent. Néanmoins, je n'ai pas perdu mon calme et je l'ai poursuivi pour fraude. Une enquête neutre et approfondie a été ordonnée. L'ordinateur portable et les tablettes de mon beau-père ont été saisis, son compte bancaire gelé et il a été ordonné de ne pas quitter la ville jusqu'à la fin de l'enquête. Il s'est avéré que mon beau-père détournait des fonds depuis qu'il avait été engagé par mes grands-parents. Il a perdu les 2 procès. Sa demande d'annulation du testament a été rejetée dès le premier jour de l'audience. Lors du procès pour blanchiment d'argent que j'avais intenté, il a fait de son mieux pour se défendre, mais il n'a pas pu. Ses activités louches n'étaient pas nouvelles. Il le faisait depuis qu'il avait été engagé par mes grands-parents. Après leur mort, il pensait avoir les mains libres et a détourné un total de 150 000 $ à travers tous les biens. Cependant, quand il a réalisé que je n'étais pas facile à manipuler, il a essayé de couvrir les trous en remettant de l'argent, mais c'était un énorme gouffre à combler. Le tribunal a ordonné qu'il rembourse tout l'argent détourné. Il a été fortement condamné pour éviter la prison. En outre, il a été ordonné de me payer les frais de justice. Tout ce qu'il avait reçu du testament de ma mère est parti pour payer les amendes et les compensations. À la fin, il ne lui restait presque rien, sauf une dette colossale. Il a finalement dû vendre sa maison pour rembourser les 150 000 $ qu'il avait détournés des biens de mon grand-père. J'ai tout fait paraître si facile, mais croyez-moi, ça ne l'était pas. Quand je l'ai poursuivi pour blanchiment d'argent, j'ai dû supporter beaucoup de choses de sa part. Il a essayé tous les trucs pour me faire reculer, de la manipulation en me faisant croire que je n'étais pas capable de tout gérer seul et que j'avais besoin d'un tuteur, à la culpabilisation en disant que ma mère aurait été tellement blessée de savoir que j'avais poursuivi son mari. Il a tout fait. Il était tellement doué pour ça. À un moment donné, j'ai vraiment commencé à douter de moi-même, si je pouvais vraiment tout gérer seul ou si j'avais besoin d'aide. Si aucun de ces trucs ne fonctionnait, il essayait de me menacer. J'avais l'impression que quelqu'un me suivait. J'ai reçu des notes de menaces collées sur les vitres de ma voiture. Je ne pouvais rien faire parce qu'il n'y avait aucune preuve que c'était lui. Quand je l'ai confronté, il a ri d'un air diabolique et a dit que je devrais peut-être être vigilant. Ce n'est pas nouveau que des gens se fassent tuer pour de l'argent. C'est à ce moment-là que j'ai quitté la maison de mes grands-parents et emménagé dans un appartement. Je me sentais en insécurité dans une grande maison, un appartement semblait beaucoup plus sûr. Non seulement lui, mais sa fille incapable est aussi venue me voir. Elle n'était pas aussi intelligente que son père, qui ne laissait aucune trace de ses menaces. Cette fille idiote est venue directement à ma porte et m'a crié dessus parce que je les avais mis à la rue. J'ai dit, maintenant, tu comprends ce que ça fait de quitter sa maison. Tu te souviens comment tu te moquais de moi quand je pleurais parce que ma mère avait vendu notre maison? Le karma est une garce, tu sais. Elle m'a traité de nom et je lui ai rendu la pareille. Elle est devenue si furieuse qu'elle a essayé de me frapper au visage. J'ai esquivé et j'ai lâché mon chien sur elle. Elle est partie avec des ecchymoses et des blessures après la rencontre avec mon chien. Les chiens sont sacrément fidèles, lol. Après que le tribunal ait statué en ma faveur, mon avocat m'a demandé de prendre une ordonnance restrictive contre eux, en se référant aux incidents qui m'étaient arrivés, comme les messages de menaces, etc. J'ai réussi à obtenir une ordonnance restrictive temporaire de 6 mois, car il n'avait pas d'antécédents criminels et il n'y avait aucune preuve, à part Martha qui frappait à ma porte. Cela fait presque 4 mois que tout cela est terminé. Je me suis inscrit à une université. D'ailleurs, j'étudie le droit. Je pense que je devrais connaître les lois du pays pour gérer la richesse. Quoi de mieux que d'économiser les frais d'avocat?
Je prévois aussi de suivre un cours intensif sur l'investissement et la finance afin de comprendre ce que fait mon gestionnaire de compte. Maintenant, je n'ai pas d'autre choix que de lui faire confiance aveuglément. En résumé, la vie s'est améliorée. Merci à tous pour toute l'empathie et l'amour. Passons maintenant à l'histoire suivante.